وسيدي دي تولي انت كيساك نوغال دائما ضغوص عبد العزيز بوشريت وكنا دي مسلايتي كلتا فوين يورا ذو مشوار يسككين سومتا سينيرا سكت نظن مس بوشريت عبد العزيز زول une deuxième fois. Azul. Voilà, Azul. avant de parler de ce que vous avez écrit, ça serait bien de nous raconter un peu sur vous. Quand est-ce que vous avez quitté le pays? Quand est-ce que vous êtes installé en France? Quand est-ce que vous êtes entré à l'université de Compiègne? Qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Etc. Brièvement, Abdelaziz. Bon, brièvement, j'ai été à l'université de Constantine jusqu'en 77 et je suis venu en France en 77, rejoindre un petit peu mon père ici. Je suis rentré à Compiègne et puis en sortant de Compiègne, je suis parti en quelle année, à Toulouse. En quelle année vous étiez diplômé en ingénieur de Compiègne, l'université technologique de Compiègne? En quelle année? Je crois que c'est en 80. Je crois que c'est en 82 ou 81. Je peux pas. J'ai là un peu qui flanche. Je suis parti enseigner à Toulouse à l'école d'agriculture de Purpan et en même temps travailler dans le laboratoire financier. J'allais effectivement être associé à une équipe pour créer le plan comptable. Pourquoi que c'est pas mon dada, le plan comptable européen, méditerranéen, nord-africain. Et puis voilà, je me suis marié, ma femme est venue me joindre à Toulouse, elle avait dit, bon, donc il faut qu'on parte à Paris. J'étais d'accord avec elle, on est revenu à Paris et je suis rentré à Thales. Et Thales, c'est une compagnie, hein? Thales, c'est l'une des... C'est la Sonatrach pratiquement c'est l'une des plus grandes sociétés françaises. Thales, c'est elle qui est à l'origine effectivement des pièces de tous les avions, elle est impliquée dans l'armement, elle est impliquée dans les services, elle est impliquée un peu partout. C'est une société pratiquement de 70 000 salariés. Tout à fait. Thales est un groupe d'électronique français et spécialisé dans l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport terrestre, dont le siège social se trouve dans le quartier de la Défense à Paris. Et c'est l'une des raisons pourquoi, donc, c'est pour ça que vous êtes à Paris, hein? C'est ça? Oui, je suis à Paris, mais bon, Thales, je suis effectivement je suis retraité encore dans l'association des retraités, mais bon, on parle de Thales, effectivement. Oui, bon, Thales, c'est une grande société. Je me limite à ça. En 2017, vous avez pris la retraite et puis à partir de là, vous commencez à écrire les livres que nous allons décrire un par un, c'est ça? Voilà, parce que j'avais la passion d'écrire et j'étais technicien et en même temps, j'écrivais les cahiers de charges, les manuels utilisateurs, même les offres. Et je recevais effectivement les offres des autres ingénieurs, je les corrigeais. J'écrivais effectivement et je mettais le système technique qu'il faut mettre en place. On en va au client, on aura l'affaire et puis j'irai effectivement la réaliser sur place. On a créé plusieurs projets que je ne peux pas citer comme ça. Et j'écrivais en effet, et puis même les étudiants qui faisaient effectivement qui venaient faire des stages chez nous, ils venaient en effet que je leur corrige le rapport, essayer de faire la concordance des temps, essayer effectivement de rendre leur écrit un petit peu lisible et compréhensible. Et j'avais en tête, en effet, d'écrire quelque chose, et notamment la trilogie de Zahia. Elle était dans ma tête. La trilogie de Zahia, c'est en 3 volumes. Le premier, Le calvaire des tabous, et ensuite il y a
deux autres. Le deuxième il a pour titre Les secrets de l'interdit, comme on est en train de le voir. Et enfin, le troisième, c'est La revanche de la raison. Donc, c'est combien La d'années que revanche vous de la avez raison. écrit ces trois volumes? Oh, je les ai écrits en 2 ans et demi, parce qu'ils étaient dans ma tête déjà. Et, avant de parler de Zahiya, de roman 3 volumes de Zahiya que vous avez écrit, ça serait bien de nous dire qu'est-ce qui a poussé Abdelaziz Bouchrit à écrire sur un grand révolutionnaire. Donc, Didouche Mourad, c'est un Kabyle, mais qui a vécu à Alger. Il est parti au nord de Constantine faire la guerre là-bas. Donc, Didouche Mourad, c'est un personnage historique très connu. Vous avez écrit le livre que vous avez appelé Didouche Mourad, La fin stratège, le fin stratège de la révolution algérienne, édité chez les éditions Maya. Donc, ça serait bien de nous dire pourquoi, qu'est-ce qui a poussé Abdelaziz Bouchrit à écrire sur Didouche Mourad. Alors, j'ai écrit sur Didouche Mourad parce que j'ai commencé à écrire des petits articles quand je voyais dans les journaux le matin, la Liberté, Algérie, l'Expression, l'Écho d'Algérie. J'écrivais des articles comme ça sur les faits sociaux. Et puis, il y a quelqu'un qui m'avait dit de Constantine, tu mérites de te pencher effectivement pour écrire sur Zeroud Youssef. Alors, j'ai essayé, je suis parti dans les bibliothèques, chercher sur Zeroud Youssef. J'ai trouvé en effet que c'était un révolutionnaire, certes, courageux, mais effectivement, il n'a pas la mentalité d'un révolutionnaire authentique, c'est-à-dire qu'il veut mener une révolution pour changer les choses. J'ai trouvé que c'était un musulman qui est frustré, comme tout le monde, d'être effectivement colonisé par des mécréants. Et j'allais abandonner cette appel. J'ai trouvé dans une photocopie comme ça que j'ai faite à Beaubourg, Didouche Mourad. Je ne connaissais pas tellement, je connaissais qu'il faisait partie des 6. Et je me suis rendu compte quand même que cet enfant, qui a 26 ans, il commande Zeroud Youssef et Bantoubal, qui sont ses aînés. Ça ne se fait pas chez nous, ça. Un enfant, il doit respecter les grands, c'est les grands. Et j'ai commencé à piocher et à chercher qu'est-ce que c'est que Didouche Mourad. La plupart des gens en Algérie, quand je suis descendu à Alger, ils ne connaissaient pas qui est Didouche Mourad. La plupart des Berbères d'Alger, ils ne savaient pas que Didouche Mourad était un Kabyle de Arib. Arib, c'est du côté exactement du village qui s'appelle Evansien, dans la commune d'Arib, dans la Tizi Ouzou, oui, pas loin de Asfoun. Arib, elle fait partie de Azfoun. Ouais. Elle est de la daïra de Azfoun. Mais ils sont partis à Al-Moradia. C'était une grande famille. J'en ai trouvé effectivement des Didouches au Maroc. J'en ai interviewé des gens des Didouches ici à Paris. Mais eux, ils sont partis à Al-Moradia. Et je me suis posé la question, pourquoi un jeune homme de 20 ans, il a déjà commencé à prêcher la lutte armée? Pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé un enfant à cette précocité? Ça m'a étonné. Et je suis parti dans toutes les bibliothèques, j'ai lu. Vous savez, l'histoire de Didouche Mourad n'a pas été écrite. Il était dans la clandestinité. Et il est décédé effectivement très jeune, au début de la Révolution, en 1955.
Il est né en En janvier. 1927, décédé en 55. Et pourquoi il a pris ça? Et j'ai découvert qu'il a étudié à Ruisseau. Sa famille, c'est une famille qui était des commerçants, les commerçants qui ont une petite boulangerie, une petite gargote, un petit hôtel, et ils travaillent en famille. C'est comme les Kabyles. Hein. Ils sont montés de Abskiran, ils ont rejoint la communauté de Azefone à Alger et se sont fait effectivement leur propre commerce, ils travaillent en famille. Et bon, ils sont considérés comme, par rapport aux autres Algériens, aux autres indigènes, comme on les disait avant, comme étant effectivement une famille riche. Et il a étudié à Ruisseau. Et puis en 1945, à l'entrée des Allemands, à l'entrée des Américains, ils ont arrêté ce collège. Et puis son père, il a voulu faire un savant, quelqu'un de lettré. Tu sais que chez nous, effectivement, aller à l'école, c'est l'ambition de tous les Algériens. L'ambition d'un Algérien, c'est de voir son fils réussir à l'école. Et il l'a mis à Khaznadar, à Constantine, toujours dans la technique. Un lycée qui a été construit en 1925. Et bon, il est vrai qu'à Khaznadar, je n'ai pas trouvé des traces, mais j'ai trouvé quand même qu'il a séjourné énormément à Constantine et qu'il a commencé à aimer Constantine. Et son père est décédé en 1946. Il est revenu sur Alger en 1946. Il a adhéré au PPA MTLD. Et il avait à peu près 19 ans en 1946. 19 ans. Il y a d'autres qui disent en 1947 à 20 ans, mais il a au PPA. Et je me suis posé la question toujours en cherchant qu'est-ce qui a poussé cette... Il y a une raison qui pousse cet enfant à vouloir effectivement la lutte armée par rapport aux autres. Et on l'appelait le petit, on l'appelait le gosse. Bon. Malgré ça, il a été désigné comme étant le responsable du comité central des jeunes du MTLD. Il y a eu des problèmes avec le MTLD, avec cette instance. M. Salihaj voulait... C'est pas M. Salihaj, c'est les... Il y a beaucoup, effectivement, qui souhaitent négocier avec les colons pour pouvoir, effectivement, avoir l'indépendance avec la négociation. Ce n'est pas le cas de Didouche Mourad à 20 ans. Et il a rencontré Hossein Ait Ahmed, qui avait remplacé dans le temps, qui était responsable de l'OS. Blouzdad, qui est mort effectivement avec la tuberculose. C'était aussi un illustre, c'était une tête, celui-là aussi. Un Kabyle de Bellecour, Oui, c'est lui, effectivement, lui et Hossein Ait Ahmed qui ont structuré et qui ont donné l'ossature à l'OS. Voilà. C'est-à-dire, il y a plusieurs règles. Et ces règles ont été copiées à la lettre par le FLN pour faire effectivement la... Bon, on ne va pas très loin. Et il lui a dit d'occuper effectivement, de rentrer dans l'OS. Il est rentré dans l'OS. Il préparait, en effet, les bombes. Avec un jeune homme, j'ai perdu son nom, mais... Il s'appelle Talib Abdrahman. Non, c'est un jeune qui porte aujourd'hui, dont la Polytechnique militaire porte son nom. C'est un Talib Abdrahman. C'est Talib Abdrahman, oui. Il a été guillotiné à 28 ans, lui aussi. Il a été guillotiné à 28 ans. C'est un chimiste. Donc,
il a, ensemble, effectivement, ils ont fait les ateliers pour pouvoir effectivement créer les bombes. Si j'ai bien de Talib Abdelrahman qui est aussi d'origine d'Azfoun. Hein. Il est né à Elle est Kasbah, origine à Sidi d'Azafoun. Ramadan, à Kasbah, mais il est d'origine Azfoun comme Didouche Mourad. Voilà, il est né à Paris. Il est né par contre à Alger. À la Lui Kasbah, aussi, oui. c'est un Algérois. Eh bien, effectivement, et puis il y a eu un problème, donc ils ont interdit l'OS, il y avait la police militaire coloniale, effectivement, a serré Alger. Mais Didouche Mourad, il a occupé Alger, il a trouvé les serreurs, il a trouvé les gens nécessaires pour les former, pour les rendre nationalistes. Et quand il était effectivement, quand il était à Alger. Et il a structuré, il a embrigadé Alger. Et après, effectivement, il y a eu des problèmes avec la police. Il est parti en France, à la Fédération de France, avec comment il s'appelle là, qui a été assassiné en 92. Comment il s'appelle? Mohamed Boudiaf. Mohamed Boudiaf, il a été le secrétaire général de Mohamed Boudiaf, qui était au bureau politique du MTLD. Ils sont venus ici. Et Boudiaf, effectivement, dans un premier temps, il s'est dit, c'est une petite main, j'en ai besoin d'une petite main. Donc, tu sais, il a l'aura de quelqu'un qui est au bureau politique de MTLD. Et il a commencé à connaître un petit peu Didouche Mourad, puisque c'est son secrétaire. Et comme Didouche Mourad, dans le temps, il a travaillé à la SNCF, bon, dans le train à Alger, et il a été dans la CGT, il a été formé par des communistes érudits. Des communistes, comment faut-il parler aux masses? Comment faut-il les convaincre? Comment une masse qui vient hostile après ton discours, il adhère complètement et à ton discours, il a pris effectivement ce qu'on appelle la dialectique communiste. Comment convaincre et comment parler. Il a commencé à proposer à Boudiaf, effectivement, il faut lancer la révolution armée. On ne peut pas avoir notre indépendance sans effectivement lancer la révolution armée. Et à ce moment-là, il y avait une fissure dans le MTLD. Donc, c'était impossible entre les messalistes et les autres, effectivement, qui sont nationalistes. Alors, Boudiaf, il essayait, et même Karim Belkacemi, ils essayaient en effet de trouver pour pouvoir unifier le MTLD. Mais Didouche Mourad, il avait dit c'est le moment effectivement de convaincre Boudiaf. Boudiaf, il ne voulait pas comprendre. Et puis, il a fini à le convaincre. Comme quoi qu'il faut faire la révolution. Et ça s'est passé. Ça s'est passé au 115. Je ne sais pas si vous connaissez Paris, juste en face du jardin de Luxembourg. Ouais. À côté de l'hôtel Odéon. Il a passé tout son temps à convaincre Boudiaf parce qu'ils étaient ensemble. L'autre est secrétaire général de la France et puis l'autre son secrétaire.
Et puis, un beau jour, ils ont dit, OK, on va partir. Tu as raison. Donc, c'est Dédouche Mourad qui a convaincu Mohamed Boudiaf pour déclencher la guerre. Absolument. Wow. C'est Dédouche Mourad qui était à l'origine de la révolution armée. Il l'a convaincu et ils sont revenus en Algérie pour créer le CRUA. Le Comité national pour l'unité et l'action, c'est ça? Voilà. Non, non, le comité révolutionnaire pour l'unité et l'action. Et l'action, pour l'unité et l'action. Ils ont mis unité et l'action, c'est pour effectivement essayer d'attirer les gens en disant, nous, on veut l'unité, on veut faire l'unité. Mais Dédouche Mourad, effectivement, bon, il a cédé sur ça. Mais Boudiaf, ils sont venus voir effectivement Mustapha Ben Boulaïd. Ils sont venus voir, comment il s'appelle, Karim Belkacem. Mais apparemment, Karim Belkacem, il ne voulait pas de la Kabylie, Boudiaf. Hein? Il ne voulait pas que la répartition des wilayas, il ne voulait pas de la Kabylie. Il voulait que la Kabylie soit à moitié vers le Constantinois et à moitié vers Alger. Apparemment, Karim Belkacem n'était pas d'accord, c'est ça? Non. C'est-à-dire, c'est Dédouche Mourad qui ne voulait pas que Karim Belkacem soit responsable de la Kabylie parce qu'il est suspecte d'être le fils d'un caïd et effectivement, il le suspecte d'être missaliste. Parce que Karim Belkacem, il a commencé avant tout le monde, il a eu une guérilla en Kabylie et il était obligé de la financer. Et c'est le MTLD et Messel El-Haj qui soutenaient effectivement son effort de guerre et de trucs. Donc, il était obligé d'être affilié à Messel El-Haj. Il était messaliste. Et Dédouche Mourad lui avait dit, je ne veux pas que tu puisses occuper la Kabylie. La Kabylie, c'est très important. Et qu'est-ce qu'il voulait à la place de Karim Belkacem? Dédouche Mourad, en principe, il voulait prendre Alger, c'était Alger, plus la Grande Kabylie. Ah, d'accord. Plus la Grande Kabylie. Et à Omran, et les autres, effectivement, ils n'ont été pas d'accord, effectivement. Il a rencontré Karim Belkacem et Omran. Il leur a fait un speech. Un speech. Hein? Ils étaient étonnés qu'un jeune de cet âge, à cette envergure, et de bluffer, un bluff énorme. Il leur a dit, oh, je n'ai pas besoin de vous. On a les armes, effectivement, tout ça, mais ils n'avaient rien. C'était du bluff. Et puis, il y avait Ben Beloued et puis Boudiaf, effectivement, qui ont intervenu et qu'ils se sont... il était résolu, Dédouche Mourad, si on veut faire la guerre, il faut faire des concessions et les a laissés effectivement prendre la troisième wilaya. Et la dernière réunion, quand ils ont voté pour que Karim Belkacem et Omran, son secrétaire, puissent être les responsables de la troisième wilaya, Karim Belkacem et Dédouche Mourad se sont pris dans les bras et ils avaient les yeux mouillés. Et Karim Belkacem lui avait dit, je comprends que tu veux effectuer avec cette fougue et ta jeunesse, je comprends que tu veux effectivement défendre la région de tes parents. Et Dédouche Mourad, il lui avait dit, à ce moment-là, je veux prendre le Constantinois. Parce que le Constantinois aussi, la deuxième wilaya et la troisième wilaya, c'était les plus importantes. Et surtout... la Kabylie la plus importante. Oui, la Kabylie, effectivement, la Kabylie, le Hamra et la Kabylie, donc c'était très important.
les deux wilayas les plus importants. Il y avait effectivement les Aurès, mais là où il y avait les Jundis de l'Ouest, c'était en Grande Kabylie, disons, à Tizi Ouzou et puis Grande Kabylie, gérée par Karim Belkacem depuis 1947. Et puis, effectivement, les gens de l'Ouest, parce que ça s'appelait la zone. Et avant la zone de Constantine, elle était gérée par Boudiaf, Mohamed Boudiaf. Et Mohamed Boudiaf, dans le temps de l'Ouest, hein, la deuxième zone de l'Ouest. Et il a tissé, effectivement, il a formé beaucoup de gens militaires convaincus de lancer la révolution. Contrairement à ce qu'on disait, l'Ouest, il était créé par Messie al-Hajj pour préparer la révolution. Hein. C'est un contraste incroyable. Et il a pris effectivement la deuxième wilaya. À la deuxième wilaya, en effet, il l'a structurée. Et même Bentobal qui était de tous les complots, reconnaissait dans son livre, je l'ai ici, je vais le lire, comme quoi que le meilleur personnage de la révolution, c'est Didou Shmourad. Il a reconnu, hein? Il a reconnu. Et quand Karim Belkacem et Aou Amran, ils ont décrit Didou Shmourad à Alban Ramdan, ils l'ont décrit comme étant le génie de la révolution. Et Alban Ramdan, il souhaitait à tout prix le rencontrer. Et on parlait de lui dans la deuxième wilaya. Imagine-toi quelqu'un qui est issu d'Alger, le Mouradia, et qui va effectivement du côté de Kolo et Milia, Gigel et tout ça, c'est des forêts intenses. C'est pas possible. C'est une forêt escarpée, c'est des forêts avec le ballot, avec Abersoul, comme on dit. Rien que Abersoul, il l'a fait souffrir. Vous connaissez Abersoul, c'est celui c'est une plante piquante où il y a les tous sauvages. On appelle Abersoul. Et le pauvre, il circulait la nuit. Et dans la montagne, dans la forêt, il faut que... Ça a été dur pour lui, mais il a résisté. Il a structuré. Bon, pour revenir, pourquoi? De toute façon, il est mort. Il va falloir quand même que, si je trouve le temps de continuer, pourquoi il était mort? Parce qu'il est arrivé à Smendo, à 3 heures du matin, où tout le monde dormait. Ce jour-là, Zéro Youssef a délégué un jundi, un simple jundi, de leur père, effectivement, trouver là où dormir. Et lui, il est parti apparemment. Sa femme, elle était en train d'enfanter, d'accoucher. Et il attendait un garçon parce qu'il avait une fille. Et puis, vers les coups de 8 heures, la gendarmerie a encerclé l'endroit où est situé Didou Shmourad, alors que c'est un clandestin. Il est venu à 3 heures du matin avec ses troupes. Personne ne sait là où il va et comment il y va. Zéro Youssef, sa femme, à ce moment-là, elle a accouché d'un garçon mort-né et il est venu vers 8 heures et il lui a dit effectivement, vous êtes encerclés. Il a dit à Didou Shmourad. Oui, il lui a dit, vous êtes encerclés, on est encerclés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait
il y avait une rivière à côté, c'était au mois de janvier, et c'était en crue. Et toute l'équipe de Zéro Youssef, ils se sont réfugiés effectivement dans la rivière, tenant les racines des arbres, effectivement, et dans la crue de ça, ils se sont réfugiés là-dedans. Et Dédouche Morad, il a dit, il y avait 3 ou 4, effectivement, avec lui qui tiraient. Et il a laissé les autres, effectivement, aller rejoindre l'Oued. Et lui, à 13 heures, ils avaient donné, effectivement, l'ordre de se retirer. Un soldat le voyait, il était en train de tirer, il l'a achevé, effectivement, directement par la tête. À 13 heures. Un soldat français ou je comprends pas. Un soldat français. Donc il a achevé Morad Dédouche. Il a achevé Dédouche Morad, il était mort sur place. Donc toi, tu suspectes qu'il a été vendu, c'est ça, non? Ah oui, certainement. Peut-être qu'il y a des gens, effectivement, qui travaillaient dans les fermes. Dans les fermes chez les colons, qui ont averti les colons, ou j'en sais rien. Mais ça mérite effectivement d'approfondir. Et Zéro Youssef n'a pas été achevé. Il n'a pas été achevé. Zéro Youssef, il est mort en 1956. Ouais. Lui aussi, il a été trahi. Toute la troupe de Zéro Youssef a été effectivement épargnée. Et Dédouche Morad, il a été tué le 19 janvier. La photo, elle est dans le livre. Ils ont mis l'un à côté d'autre. Ils étaient 9 personnes, Dédouche Morad. Sa photo, on l'a tirée effectivement des archives militaires d'ici de Vincennes. Et on le voyait d'aider. C'est comme un trophée organisé pour les colons de Smendo et on les désignait, voici les terroristes, effectivement. Et personne ne savait que Dédouche Morad, c'était Dédouche Morad, il s'appelait Abdelkader. Et ceux qui les blessés, on leur avait dit, celui-là c'est qui? Il s'appelle Abdelkader. C'est lui le responsable. Mais personne ne savait que Dédouche Morad, c'était le responsable de la zone 2, avant la wilaya 2. Il s'appelait la zone 2. Et bien voilà, donc ils ont été enterrés dans une fosse commune, lui et 8 personnes avec lui. Et alors, moi, je crois effectivement va percer effectivement le secret de Dédouche Morad. D'ailleurs, il faut reconnaître, c'était l'un des plus lettrés. Hein. C'est lui qui a écrit les déclarations des droits de l'homme, la déclaration du 1er novembre. Ah oui, c'est lui. Ah, c'est lui. Ah, lui, avec Boudiaf. Et puis aussi, c'est lui qui a imposé à ce qu'on écrive la déclaration pour l'ALN, déclarer l'ALN. C'est lui qui a dit, on fait comme Mao Tse-tung. Il faut créer le FLN, n'est-ce pas? C'est politique et l'ALN, c'est l'armée. Mais Dédouche Morad, il était fasciné par Mao Tse-tung. Il voulait en effet être responsable du FLN et de l'ALN. Mais Boudiaf était là. Ils se sont partagés les tâches. Boudiaf est devenu responsable politique du FLN et Dédouche Morad et souhaite en effet devenir responsable de l'ALN. Militaire. Diriger effectivement toutes les zones. Mais ce n'était pas possible, ils n'ont pas eu le temps de se structurer. Ils ont dit que chaque responsable de zone gère à sa façon
sa zone en attendant qu'ils font une réunion pour créer un comité de direction. Et Didouche Morad souhaitait effectivement, il a amené, comment il s'appelle celui d'Alger, Rabah Bettat. Ouais. Rabah Bettat, c'était un simple militant. C'est vrai, recherché, constantinois, du côté d'Emilia d'ailleurs. Et il se réfugiait chez les Ben Sharif à Constantine. Ben Sharif, c'était un monsieur qui est effectivement pour admirer le courage des révolutionnaires. Il l'a pris chez lui et puis il s'occupait de ses chevaux pour passer inaperçu. Et bon, Rabah Bettat, on a appelé Karim Belkacem, on a appelé des gens effectivement qu'on peut maîtriser. Dans le but, en effet, que Didouche Morad devienne le Mao Tse-tung de l'Algérie. Il est fasciné par Mao Tse-tung. C'est quelqu'un qui lisait, qui a... voilà. Et donc, et j'ai trouvé le pourquoi, parce que son père et sa mère, elle est née en 1902. Son père, il est né en 1895, je pense. Et il est marié avec sa mère, c'est sa cousine Germaine. Il avait 30 ans, quand il s'est marié avec elle, il avait 18 ans la saison. Et puis, ils vivaient très bien à Bskiren, ils avaient des oliviers, ils avaient des jardins, ils avaient comme on appelle chez nous le mel, les vaches et les veaux et l'abgar. L'abgar, vous connaissez l'abgar? Tistan, oui, Tistan. Non, on les appelle le mel. C'est-à-dire, c'est le ras el mel. Vas-y. Ils ont été chassés de Bskiren et ils sont partis sur la route jusqu'à Alger. Ils ont réquisitionné les caïds. Ils ont réquisitionné leur terrain. Donc, il tient cette rancune, hein? Oui, s'il n'y avait pas ça, ils sont partis. Imagine une femme qui est née à Bskiren, sa mère, sa grand-mère, née à Bskiren, mariée à Bskiren, enterrée à Bskiren, sa mère aussi, elle qui avait ses destinées et résignée à vivre ça. Alors, se trouver du jour au lendemain dans les routes, sur les routes où il ne sait pas où aller. Wow. Et son mari l'a amené jusqu'à Alger, à pied, en entraînant des enfants, les deux grands. Non, le premier qui est né. Mais le père, effectivement, s'est installé à Alger, mais il lui manquait effectivement l'atmosphère de la montagne et tout ça. Il est revenu en Kabylie, il s'est remarié. C'est quelque chose qui a été... Il y avait un monsieur qui s'appelle Didouche Hamou. Il était maire il est décédé, Mskin, il était maire à Azazga, il était maire de Azazga, et qui m'avait dit, voilà, moi, je suis le neveu de Didouche Morad, mais je ne suis pas de la famille d'Alger, parce que la mère de Didouche Morad, elle a eu avec son mari 2 garçons, Abdelrahman et Rachid, et Didouche Morad, et les 3 garçons. Et il est revenu effectivement
se remarier. Et puis, quand il est décédé, son fils, le grand, il l'a amené effectivement jusqu'à Azazga, l'enterré à Azazga, avec ses frères et sœurs qui étaient là-bas. Personne n'a osé dire ça. C'était Hamoud Douche qui m'avait dit qu'en effet, notre grand-père Ahmed, il s'est remarié à un truc. Et donc, voilà. Et je laisse le suspense pour lire le livre. Très bien. Comment, effectivement, Didouche Morad, il a été très touché et très. Et depuis, il voulait effectivement se venger sur le colonialisme. Très bien. On arrête ici. On laissera pour la troisième partie pour relater d'autres livres que vous avez écrits. مثل نوير تكون مثير دقيق من النار أو دينار أنا مليل بحريش ويس ثلاثة